Gare de Lyon bien ouvert, pardon. L'année prochaine, on a énormément de projets sur Neuilly, Porte d'Orléans, Saint-Lazare, toutes les grandes gares parisiennes, globalement. Donc ça va profiter à l'ensemble du réseau pour ceux qui ne connaissent pas encore. On pourra vous faire visiter d'ailleurs à l'issue de la présentation de Christophe. Je vais te laisser la parole. Et juste une chose à vous présenter, le livre de Christophe qui est en vente là-bas. On pourra aller boire un coup tout à l'heure. N'hésitez pas, c'est une pure merveille. Alors, j'ai lu que des extraits, hein, je vais être honnête avec vous pour le moment. Mais j'ai déjà. Il vient de sortir. Hein. J'ai déjà mon exemplaire dédicacé, non? Tu vas pas dédicacer presque. C'est quoi ce scandale? C'est pas le tien celui-là. Il est là le tien. C'est pas mon Il est voilà. J'y tiens. J'ai ce qu'il faut. Bon, je vous laisse avec Christophe et n'hésitez pas à nous interpeller après la présentation. Je te remercie. Merci bien et je te garantis que tu l'auras, ton exemplaire dédicacé. Merci à toutes et tous d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Je découvre ce lieu qui me semble assez magique parce que bourré d'intelligence. Alors comme toi, hein, tu n'es pas rentré dans le livre et moi je viens à peine de rentrer dans ton lieu et j'en ai vu quelques éléments comme toi du livre et je suis ravi que voilà, il y ait cette rencontre, cet accueil, donc je vous en remercie. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience, exactement, et ravi de partager ça avec vous. Parce que, évidemment, vous l'avez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur, et qui nous tient à cœur parce que, alors, je vais tout d'abord dire que j'aurais dû être accompagné de la personne dont le nom est là, Inès Poli, qui a coécrit ce livre avec moi. Donc, on a travaillé 3 ans sur cet ouvrage. Et qui nous regarde. Bonjour Inès. Et voilà, et donc elle aurait dû être là. Inès a un autre beau projet, c'est qu'elle va bientôt être maman. Elle est enceinte et donc voilà, son médecin lui a recommandé de ne pas se déplacer. Je dis tout, désolé Inès, mais voilà, il fallait quand même expliquer pourquoi tu n'étais pas là. Mais Inès nous suit et Inès on a travaillé ensemble pour écrire cet ouvrage. Alors, en amont de cet ouvrage, il y a finalement un sujet. Et avant qu'on se dise qu'il fallait écrire un ouvrage, on a surtout travaillé pendant de nombreuses années sur un sujet, qui est ce sujet de l'expérience. Je ne cache rien. Et à titre personnel, moi, c'est un sujet qui m'anime depuis plus de 20 ans. Donc autant dire que c'est un sujet important qui compte dans mon quotidien. Alors très rapidement, moi je suis designer de formation, j'ai fait l'école Boulle et les arts décoratifs, ça ne me rajeunit pas, mais c'est à partir de là finalement que j'ai cheminé pour depuis 15 ans animer une agence qui s'appelle InProcess et qui fait ça, c'est-à-dire des expériences pour les entreprises. Et donc, ce livre n'aurait pas existé non plus sans InProcess. Donc, le but n'est pas de faire la promotion d'InProcess. Par contre, c'est clair que c'est le fruit du travail avec les entreprises pendant ces 15 ans, avec les équipes d'InProcess, qui ont permis aussi de faire émerger un certain nombre de résultats très concrets, parce que ce livre se veut très concret sur ce que signifie cette notion d'expérience. Et donc, on en arrive à aujourd'hui, et l'envie de vous transmettre ça. Et de vous transmettre le sujet qui m'anime particulièrement, qui est le titre de l'ouvrage, qui est que cette expérience, pour nous, c'est le nouveau moteur des entreprises. Dit comme ça, c'est un peu radical, mais vous imaginez, quand on choisit un titre, on y réfléchit. Hein, et d'ailleurs, j'ai le plaisir, effectivement, d'être accompagné de notre éditeur, Diateino, qui, ça a été un coup de foudre. C'est-à-dire que finalement, nous, on est allé contacter un éditeur et tout de suite, il nous a dit le projet nous plaît. Et voilà, et donc, il n'y a pas d'alternative, c'était ça. Et on a suivi ce chemin. Et ils ont aimé le projet. Ils ont aimé le projet, je pense, parce que, effectivement, ce qui nous intéresse, au fond, sont les entreprises. Donc, vous.
Et pourquoi? Parce que pour nous, l'entreprise, c'est un élément essentiel dans notre société et que quand les entreprises vont bien, tout va bien. Et toutes les entreprises. C'est-à-dire que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, quel que soit le secteur, que ce soit des formes associatives, des regroupements d'individus, toutes ces formes d'entreprises nous intéressent. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que au milieu d'elles, il y a un élément qui est pour nous le sujet important, c'est qu'elles produisent de l'expérience. Alors, je vous explique un petit peu maintenant ce qu'il y a derrière. Il y a derrière, d'abord, un travail d'analyse, de réflexion sur l'entreprise en général et ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue. Ça, c'est le point de départ. D'où, alors vous verrez, cet ouvrage, il est très illustré, c'est-à-dire que pour nous, la forme compte autant que le fond. On a designé l'ouvrage et je pense que ça a été une gageure aussi parce que, on va dire, un livre de management, si je fais simple, en général, c'est pas très design. Donc là, ça a été une épreuve, on en parlait tout à l'heure, parce que même jusqu'à l'imprimeur, finalement, on a disrupté toute la chaîne pour faire d'un ouvrage de management, finalement, un objet. Et ça, c'est important. Et de la même façon, vous voyez des illustrations qui sont faites par Noémie, la graphiste qui a travaillé avec nous sur cet ouvrage, et qui sont tout aussi importantes que les mots que l'on utilise. Et donc, vous voyez, au départ, on a une petite graine qui chemine, et c'est le début de notre histoire. Et là, on se dit, mais où est donc passé l'esprit d'entreprise? C'est le démarrage de cette histoire. C'est hyper important parce que tout part de là. Et ce que l'on analyse, c'est que finalement, au fil du temps, on a des entreprises qui, issues du XVIIIe, XIXe siècle, ont construit leur raison sociale sur une invention qu'elles ont industrialisée. Prenez Louis Vuitton par exemple, il a pensé au voyage et il a inventé les outils du voyage et il a industrialisé les outils du voyage. Et c'est devenu, à cette époque, cette belle entreprise que l'on connaît. Et puis, deuxième temps, les entreprises sont entrées dans l'ère de la communication, de la marque, et Louis Vuitton, si je continue sur cet exemple, est devenu la marque Louis Vuitton. Mais c'est 150 ans après, vous voyez. Au départ, il y avait Monsieur Louis Vuitton, entrepreneur, et ensuite, effectivement, une marque au sein du groupe LVMH. Et à la fin de cette deuxième ère, très portée par la marque, la communication, on sent une érosion. Vous voyez? Et on sent des entreprises perdues qui, finalement, fabriquent la même chose depuis des dizaines, centaines d'années, et sont portées par un élément fort qui est cette marque, cette communication, ont hyper financiarisé ce modèle, mais ne savent plus très bien dans quelle direction il faut aller. En disant, c'est quoi l'étape d'après? Alors là, c'est intéressant parce que je sais que dans la salle, il y a soit des entreprises qui sont installées depuis des années, soit des entreprises qui sont en train de se créer. C'est ça la vie des entreprises, hein, c'est comme une forêt. Il y a des arbres qui sont là depuis longtemps, puis il y en a d'autres qui poussent là. Évidemment, pas mal de startups aujourd'hui, elles voient un vide, c'est-à-dire qu'elles voient une société dans laquelle il y a un vide, et elles se disent c'est pas possible, là l'humain il n'est pas servi, il y a place pour une entreprise. Donc il y a place pour le démarrage d'une aventure. Donc c'est intéressant parce que c'est toujours comme ça dans l'histoire, il y a celles qui viennent là depuis longtemps, et puis il y a celles qui localisent un vide et qui se disent nous on y va. Et les deux nous intéressent. Les deux nous intéressent parce que, de notre point de vue, et c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage, et c'est témoigné par tout un tas d'entreprises qui révèlent ça, eh bien on est en train d'entrer dans une troisième ère de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a fait cet ouvrage. On est en train d'entrer dans une troisième ère de l'entreprise qui est portée par ni la technologie et l'industrie, ni la marque, la communication et un système ultra financiarisé derrière, mais par l'expérience. Pour nous, c'est ça le nouveau moteur, c'est le nouvel actif des entreprises. Et aujourd'hui, toutes celles qui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont pris le sujet comme ça. Que ce soit des vieilles entreprises ou des entreprises nouvelles, quel que soit le secteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière, concrètement? Arrêtez-moi si ce n'est pas clair, hein, d'ailleurs,
Là, je suis en train de parler, mais s'il y a des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis beaucoup plus dans l'échange que le discours descendant. Donc, si ce n'est pas clair ou si tout de suite vous avez envie d'envoyer sur le sujet, il ne faut pas hésiter à me le dire. Et sinon, voilà, on aura du temps pour ça après. Du coup, les entreprises, à l'aube de cette troisième ère, elles cherchent leur modèle. C'est ça qui se passe, d'où ces effets de boucle, d'errance, de réussite, de bon chemin, mauvais chemin. Et on sait qu'effectivement, il y a des statistiques, alors je ne veux pas vous donner des chiffres aujourd'hui, hein, ce n'est pas trop le propos, mais voilà, on a des turnovers d'entreprises, c'est-à-dire qu'on est bien sur des fins de modèles et l'apparition de nouveaux modèles. Et les chiffres sont éloquents, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on sait dire que certaines entreprises vont disparaître. Voilà, et ce n'est pas qu'elles ne travaillent pas bien, c'est que le modèle sur lequel elles sont, effectivement, est révolu. En gros, la société n'en a plus besoin de façon aussi claire et elles sont très vulnérables et rapidement, quelqu'un avec un nouveau modèle par rapport aux enjeux d'expérience qui sont derrière vont pouvoir les déloger rapidement. Et finalement, dans tous ces travaux d'analyse, on s'est dit qu'il y avait un élément, alors là, je vous donne des éléments de synthèse qui me semblent très importants, hein, en tout cas qui sont pour nous des jalons essentiels hein, dans cette réflexion. C'est une entreprise, c'est une entreprise, mais finalement, à la base, c'est quoi? Et dans les définitions que l'on a trouvées, celle qui nous intéresse beaucoup, qui a été relayée par Armand Hatchel notamment, et Blanche Ségrestin, de l'école des mines, c'est un collectif dédié à l'activité inventive. Donc ça, c'est intéressant parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens dans les entreprises qui ne savent pas ce qu'est une entreprise. Vous voyez, dans son sens fondamental. Et depuis, d'ailleurs, moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de raison sociale. Raison sociale, on a la BPI France, qui est représentée par Paul-François Fournier, excusez-moi. Et donc, c'est très intéressant parce que lui dirige l'innovation dans le cadre de BPI France. Donc, il a un regard de financier, de banquier des entreprises par rapport à ces enjeux d'innovation. Et donc, son regard sur cet actif qu'est l'expérience est un élément essentiel, et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai découvrir après dans l'ouvrage ces différentes personnalités. Et vous voyez, elles sont toutes passionnantes, et leurs témoignages sont incroyables sur, effectivement, la révélation de cet actif de l'entreprise porté par l'expérience. Alors, maintenant, quand on rentre un peu dans la pratique, cette notion d'expérience, vous voyez, elle touche l'humain, que ce soit le client, le salarié, l'entrepreneur, le fournisseur de l'entreprise. Et l'expérience, ce n'est pas de l'usage. Et ce n'est pas un sujet fonctionnel. C'est un sujet qui a 3 dimensions, c'est-à-dire des fonctions dans mon quotidien, des émotions et des sensations. Donc cette notion d'expérience, elle va activer à la fois un registre, on va dire, concret, mais aussi un registre imaginaire. Et ces éléments-là sont importants pour comprendre ce qui est une bonne expérience d'une mauvaise expérience. Du coup, ce que ça signifie dans la démarche, c'est que pour comprendre d'où on vient en tant qu'utilisateur, client, salarié d'une entreprise, investisseur, fournisseur dans une entreprise, il faut savoir d'où on vient. Quelle est notre vie d'aujourd'hui et comment on se projette dans cette nouvelle entreprise. Et pour ça, il faut intégrer les sciences humaines. C'est-à-dire que le préalable, ce qu'on analyse dans l'ouvrage, c'est que pour que ça fonctionne, il faut passer du scénario d'expérience d'aujourd'hui au scénario d'expérience de demain. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans l'entreprise des disciplines, ou autour de l'entreprise, en tout cas, il faut que cette entreprise travaille avec des disciplines qui sachent observer le comportement des gens, que ce soit les clients, les employés, l'ensemble des parties prenantes de cette entreprise. Et pour ça, il y a une discipline maîtresse qui est l'anthropologie, l'ethnologie,
qui est une science de l'observation. On va beaucoup plus observer ce qui se passe dans la réalité pour comprendre là où il y a de la place pour construire quelque chose. Et vous voyez, par exemple, Microsoft aujourd'hui est un des plus gros employeurs d'anthropologues pour comprendre effectivement les besoins latents sur lesquels l'entreprise doit travailler. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce qu'on explique dans l'ouvrage, c'est que c'est bien de se mettre en posture anthropologique, hein, c'est-à-dire que, en gros, si déjà, en tant qu'entrepreneur, et moi je pense que dans l'entrepreneur, il y a toujours un peu d'anthropologue, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à observer le monde et à se dire, là, il se passe quelque chose, je vais pouvoir construire quelque chose. Moi, je crois que Steve Jobs était particulièrement un très bon anthropologue. Alors, pas diplômé, certainement, mais en tout cas avec une acuité en matière d'observation qui était certainement au-dessus de la moyenne. Donc ça, je pense que c'est une fibre à développer pour les entrepreneurs. Après, on ne l'est pas forcément, puis il y a des métiers à respecter derrière. Donc je pense que c'est intéressant de faire appel à des gens de sciences humaines et à utiliser leur savoir pour comprendre ces besoins latents, voire carrément, si on a les moyens, ensuite les intégrer. Ça, c'est vraiment ce que l'on recommande, parce que c'est ce qui fait que derrière, on aura toujours cette capacité d'observatoire qui fait qu'on pourra construire le modèle qui vraiment fait sens, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'installation dans la vie. Donc l'anthropologie, premier point important. Ensuite, cette anthropologie, elle va passer du scénario d'aujourd'hui, voire même comprendre d'où ça vient, en allant sur l'avant, et se projeter dans le scénario de demain. Et c'est là où on passe à une autre discipline, qui est la conception. C'est-à-dire qu'on est passé, vous voyez, des disciplines de l'observation qui vont comprendre d'où ça vient, ce qu'on est aujourd'hui, pour se projeter sur demain. Et là, c'est le design. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais parce que c'est le design au sens large, ça veut dire que c'est les métiers de la conception. On commence à parler de sciences de la conception, d'ailleurs, comme on a parlé de sciences humaines en amont. Bien là, on est en train de parler de sciences de la conception, dont le design fait partie, et une discipline, je pense, qui a compris ces enjeux-là, et compris avant qu'on appelle ça du design thinking, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis designer de formation. Ce que je fais là, je le fais depuis des années, avant que le concept de design thinking ait été inventé. Donc, à croire qu'on a greffé un cerveau sur les designers. Mais voilà, je pense que c'est surtout la discipline qui tient ça en elle et qui aujourd'hui s'ouvre à ces enjeux qui vont plus loin que dessiner un objet et qui sont de dessiner une entreprise quelque part ou participer en tout cas au design de l'entreprise et en tout cas de son offre à minima. Donc cette projection elle est importante et elle est faite effectivement par ces gens qui avant d'arriver sur un produit, un service, vont designer une expérience. C'est ça qui est clé. C'est-à-dire que le trait d'union entre d'où ça vient et qu'est-ce qu'on construit, c'est ça. C'est le scénario d'expérience. C'est essentiel. Et ça, on n'est pas entraînés tous à travailler avec cet outil-là. C'est-à-dire qu'avant, dans le modèle de la génération d'entreprises précédente, en fait, il y avait des enseignements et on se disait, tiens, moi j'ai un... Voilà, et surtout dans les entreprises très technologiques, on appelle techno-push, j'ai une solution et là on m'a donné un insight et en gros voilà la réponse. Voilà, on se plante parce qu'on répond qu'à une partie du sujet. L'humain, il est multifacette, c'est quelque chose de sensible, c'est pas inerte. Et donc si on veut construire une offre qui est vraiment solide, il faut passer par une étape entre l'observation et l'offre sur laquelle on va aboutir, qui est le scénario d'expérience, qui fait le trait d'union entre d'où ça vient et où on va. Et ça se design. Ça s'observe et ça se design. C'est-à-dire qu'on design la vie qu'on veut faire vivre aux gens. Et ce n'est pas que les clients. C'est-à-dire imaginez une banque où on ne design que l'expérience client. Ça ne marche pas. Dans la banque, il y a des banquiers. Vous voyez, il y a des gens qui investissent. Donc, il faut, quand on design la banque de demain, il faut designer aussi bien le parcours des clients, l'expérience des clients, que l'expérience des banquiers. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne fait pas entreprise. Et ça, cet enjeu, il est de plus en plus important. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste du XVIIIe et du XIXe siècle en termes d'entreprise, mais en tout cas, dans tout ce qu'on a vu, c'est clair que cet enjeu-là, il était moins important avant qu'aujourd'hui. D'où aujourd'hui le sujet essentiel qui fait
pour nous, l'expérience, l'actif le plus important de l'entreprise. Voilà, et donc cet élément-là, finalement, il a aussi un avantage, hein, c'est de construire, on va dire, une offre robuste, mais aussi d'être très facilement partageable dans l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième vertu du scénario d'expérience, c'est que, en fait, il rassemble, il fait que toutes les parties prenantes de l'entreprise peuvent évaluer, ça c'est une anecdote, je vous en parlerai, ce qu'on est en train de construire. Ça va permettre de partager avec à la fois les membres de l'entreprise, mais aussi les clients que l'on veut avoir pour cette offre-là, en avance de phase, s'ils sont prêts à installer cette expérience-là dans leur quotidien. Et du coup, ça va devenir le cahier des charges des prototypes. Donc là, vous voyez, on a travaillé sur les sous-vêtements. Et c'est pour montrer que ça va loin, c'est-à-dire que designer, c'est un designer qui est derrière, il n'a pas voulu montrer son visage, mais en tout cas, il n'hésite pas à essayer une expérience de soutien-gorge pour comprendre finalement si le scénario sur lequel on est en train de travailler, l'entreprise est en train de travailler, elle va pouvoir s'installer dans la vraie vie. Vous voyez, ce scénario d'expérience, c'est le meilleur cahier des charges pour réaliser un démonstrateur derrière, un prototype. Et cet élément-là, comme je vous le disais, il va être sur la table de l'entreprise. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cet actif-là, expérientiel, on n'est pas en train de casser l'entreprise et son organisation, on est en train d'injecter une petite dose de vocation à l'expérience dans tous les services de l'entreprise. Donc ça l'a fait muter en douceur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, attendez, il faut faire table rase, on casse tous les services et on repart à zéro. Non, il y a une organisation, quelle que soit la taille de l'entreprise, et par contre, on s'insuffle une vocation à l'expérience que l'on partage, et chacun, après, dans son rôle, va pouvoir jouer sa partie, parce que la finance, pour construire une expérience viable, est tout aussi importante que le marketing, que la R&D, et ainsi de suite. Voilà, donc ça veut dire que quand on parle d'expérience, on parle de sens, d'empathie, d'altruisme, et que c'est cet ensemble d'éléments-là où on pense à l'expérience au centre, comme je le disais, avec les utilisateurs, les employés, l'entreprise, la société globalement, qui va au final permettre d'encapsuler une offre, hein, quelque chose de très pragmatique. Mais on voit bien que ça résonne à une échelle beaucoup plus large que simplement l'offre de l'entreprise. Voilà, donc très rapidement les propos de ce travail. Donc, comme je vous disais, ça remonte à loin, plus de 20 ans, 15 ans à peu près à suivre des entreprises de toute taille, de tout secteur, et 3 ans pour produire ces éléments-là et vous les transmettre. Donc, j'espère que vous trouverez ça utile. En tout cas, c'est notre objectif. Pour moi, on va dire que l'histoire commence maintenant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir, et vient de sortir l'ouvrage, d'entendre des entreprises qui me disent écoutez, là, quelque part, vous nous sauvez la vie. L'ouvrage, c'est la clé de plein de questions qu'on se pose dans l'entreprise. On l'a acheté en 10 exemplaires pour le donner à l'ensemble du comité de direction. Et on leur demande de lire. Alors, est-ce qu'ils lisent? Bon, après, ça, c'est une autre histoire. On ne va pas les suivre jusque-là. Mais en tout cas, voilà, il y a derrière, c'est là pour nous que ça fonctionne. Sinon, le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si, ça, on en est convaincu, les entreprises, quelle que soit la taille, encore une fois, s'approprient cette dimension-là, clairement, elles vont faire de belles choses. Et c'est vraiment ça qui nous anime. Voilà, donc, j'espère que ça vous animera. Ça vous plaît? Ouais. Comment vous placez par rapport aux méthodologies, le design thinking et tout? Est-ce que c'est un lien? C'est une façon de fédérer par rapport à ces méthodologies-là? Comment vous placez votre concept de design d'expérience? Est-ce que c'est un... Voilà, je vous pose cette question parce que je vois votre petit dessin avec les différentes entités. Donc l'idée, je pense que c'est pas de rajouter de la complexité, c'est de trouver un lien fédérateur. Par rapport aux méthodologies du design thinking, alors, c'est très clair pour nous. En fait, le design thinking est un moyen. Ça, pour nous, c'est une finalité. C'est-à-dire que,
voilà, les méthodes agiles sont un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité, pour nous, c'est les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a fait de son moteur la dimension d'expérience, elle s'est créée un actif. Le design thinking, vous voyez, ce n'est pas un actif. C'est un moyen, c'est une méthode pour y arriver. Donc c'est lié. Hein. Par contre, pour nous, c'est le sujet d'après. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur le design thinking, sur les méthodes agiles, sur tout un tas de méthodes qui sont très bonnes. Hein. Par contre, c'est des modes d'emploi. Et c'est important, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ça. Le sujet d'après, c'est ça crée quoi comme type d'entreprise? Ça construit quoi comme moteur? Ça construit quoi comme actif? C'est ça le propos de l'ouvrage. Donc là, c'est plus une longue time, quoi. C'est une façon d'agir au quotidien. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une façon d'agir au quotidien et puis surtout de montrer très concrètement, et vous verrez dans l'ouvrage, il y a ce qu'on appelle les entreprises de l'expérience. Donc nous, on ne parle pas de méthode. Il y a des gens qui l'ont fait mieux que nous et plein de choses ont été dites sur les méthodes agiles, le design thinking, et il y a plein de choses, bonnes, moins bonnes, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas le propos de l'ouvrage. Nous, le propos, c'est l'entreprise de l'expérience, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, imaginez, on remonte dans le temps, on est dans les années 30, 20, 30, on vous parle de la marque. Les gens ils vous regarder avec des yeux comme ça en disant, c'est quoi la marque? Vous voyez, ils étaient en train de fabriquer des objets concrets. C'est une valise. Louis Vuitton, il fabrique une valise. Et là, tout d'un coup, on dit, bah, il va falloir travailler votre marque. On est au même stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains me regardent des yeux comme ça en me disant, c'est quoi cette expérience? Eh bien, c'est la même chose, de notre point de vue, que ce qu'était la marque à cette époque-là. C'est cet élément de moteur, d'actif, qui ne vient pas remplacer la marque, qui est la génération d'après, qui va tirer la marque, qui va tirer les choix technologiques. C'est ce nouveau cap dont l'entreprise a besoin. Et là, nous, on en est persuadés, sinon on ne l'aurait pas dit, que quand on regarde toutes les entreprises qui fonctionnent, qui réussissent, quel que soit leur âge, vous voyez, qu'elles aient démarré il y a 150 ans ou qu'elles démarrent maintenant, demain, eh bien, elles ont toutes pris le sujet comme ça, sans le savoir. C'est pour ça que c'est notre rôle que de transmettre, hein, c'est la vocation, et pas de transmettre des méthodes. Derrière, il y a des méthodes, bien sûr, mais surtout de transmettre un nouvel enjeu de valeur. C'est de ça dont les entreprises ont besoin. En disant, si j'ai ça entre les mains, mon entreprise sera robuste. Elle va créer de la valeur, elle va créer de l'emploi, elle va avoir de la longévité. Voyez? Et donc, c'est quoi qu'elle en elle? C'est plus simplement une marque, c'est plus simplement une technologie, c'est une expérience, au sens global du terme. Il ne faut pas se tromper avec la notion d'expérience client. Parce que c'est une expérience plus étendue que l'expérience client. Ah ben en fait, l'expérience client, c'est potentiellement 20 ou 30% de l'expérience. Je prends Uber, super entreprise, a priori. Tant que les chauffeurs ne seront pas super contents de travailler pour Uber, ils sont vulnérables. Vous voyez, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un super modèle. Si cette entreprise-là ne crée pas de la valeur pour toutes les parties prenantes de son modèle, elle est fragile. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. L'expérience client, génial, rien à dire. Il y a des bonbons dans la coudoir, je gagne du temps quand je sors de la voiture, je n'ai pas besoin de payer. Oui, sauf que si on ne règle pas le problème de ça crée quoi comme réalité d'emploi. Et moi, je ne suis pas en train de critiquer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut être vigilant. Et une entreprise, ça s'observe sur la durée. Et c'est ça, l'expérience. C'est-à-dire qu'elle aura atteint son objectif si elle est allée jusqu'au bout du sujet et qu'elle a réglé le sujet d'une expérience positive qui crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Dans une logique de transformation, par exemple. Exactement. Exactement. Oui. Oui. Comment vous intervenez justement dans des entreprises? Vous avez parlé d'Uber, prenons une autre entreprise. Donc vous souhaitez faire en sorte que cette entreprise atteigne, crée de la valeur pour l'ensemble de son écosystème. Oui. Donc comment elle va faire appel à vous et concrètement qu'est-ce que vous lui apportez comme, non pas une méthodologie, puisque vous avez dit que c'est une finalité, comment vous allez pouvoir travailler avec elle sur la durée et comment vous allez faire en sorte que, parlons du commerce,
que ce COMEX sera suffisamment conscient et alerté justement des étapes à franchir. Et c'est quoi les difficultés? Prenons un exemple, essayons de... Alors nous on le fait, mais il n'y a pas que nous. Hein. Voilà, c'est là moi je communique pour une filière hein, qui me semble intéressante. Qui sont vos concurrents aussi, c'est ça Alors, une question. oui, bien sûr. Et l'idée, c'est que justement cette filière grossisse. Comment vous appelez cette filière? Expérience? Oui, c'est ça. C'est qu'on parle d'innovation expérientielle. Donc on n'est plus sur l'innovation technologique ou de l'innovation par la marque, on est sur l'innovation expérientielle. Et donc comment on fait? En fait, on fait prendre conscience déjà du sujet. C'est pour ça qu'on a fait l'ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et que les gens travaillent avec nous ou pas, c'est voilà, déjà prendre conscience, et votre question pour moi était excellente là-dessus, c'est finalement c'est quoi le sujet dont on parle. Donc ce n'est pas une méthode, c'est ce que produit la méthode. Donc prendre conscience de ça. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience, déjà, c'est important. C'est-à-dire que si on est le financier de l'entreprise et qu'on se dit, tiens, il y a une partie de mon actif demain, si on est le service marketing et qu'on se dit, ah tiens, c'est comme ça que je dois travailler pour comprendre les enjeux des gens qui constituent mon écosystème, et ainsi de suite. Là, on passe de la prise de conscience à la posture qui fait qu'on s'organise pour travailler dans ce sens-là. Et ensuite, bien sûr, les méthodes. Et donc là, vous en avez listé, hein, ce n'est pas la finalité de l'ouvrage, mais en tout cas, d'expliquer dans le fond de ces méthodologies quelles sont les disciplines dont l'entreprise a besoin pour que ça marche. Et donc, les deux essentiels, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour synthétiser, hein, c'est de bien être sur l'anticipation, l'observation. Et donc ça s'observe. Donc là, les meilleurs sur le sujet, c'est les sciences humaines et notamment l'approche anthropologique. Donc pourquoi l'anthropologie? Parce que l'anthropologie est beaucoup plus dans l'observation que la déclaration. Et aujourd'hui, si on veut inventer demain, ce n'est pas en partant des chiffres d'aujourd'hui. Il faut lire entre les lignes là où il y a des besoins latents. Vous voyez, des besoins qui sont ce que voit l'entrepreneur. Normalement, là, il dit, il y a un sujet, là, je sens que dans la société, il y a quelque chose sur lequel je vais pouvoir construire une entreprise. Ce qu'ont fait tous les entrepreneurs qui ont réussi. Hein. Comment? Alors, en théorie, oui, mais dans la réalité, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on détaille dans l'ouvrage, c'est qu'elles ne le font pas parce qu'elles travaillent avec des données d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des outils marketing sont des outils analytiques qui ne sont pas des outils d'anticipation. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire, je fais tant de ventes, si par exemple je suis un vendeur d'eau, je vends tant de ventes à ce moment-là. Et donc vous dites, qu'est-ce qui fait que je dois booster mes ventes et ainsi de suite. Donc vous allez être vraiment sur du très incrémental et vous n'allez pas vous projeter sur... alors c'est démontré hein, sur les travaux d'études, c'est-à-dire que si vous êtes... Et je ne dis pas que c'est pas des bons outils, hein, ce sont des outils pour conduire à très court terme. Les outils marketing et études qui renvoient notamment aux sciences humaines sont beaucoup plus sur l'observation, c'est ce qui s'appelle l'ethnologie inductive, hein, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne sait pas, et on va aller observer la réalité des besoins latents de cet écosystème sur lequel on va trouver des réponses pour demain. Donc vous voyez, cette première discipline, au-delà des méthodes, pour nous, c'est l'élément essentiel à transmettre aux entreprises. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà de connaître ces disciplines et puis, si possible, de les faire travailler jusqu'à, pourquoi pas, les intégrer dans son entreprise. Je vous garantis, c'est très vertueux. Et puis l'autre cœur de discipline, c'est celles qui sont sur la conception, où là, on va passer de cette observation très objective, très sérieuse, scientifique, à un scénario robuste, où là, on va construire l'avenir. Et là, on va le construire avec des gens qui savent projeter, donc les disciplines du design. Et un designer, il travaille bien avec un bon brief. Donc, le brief, il est donné, vous voyez, par cette observation très objective de ses besoins latents ou explicites. Et donc là, ça révèle tout le talent des designers, hein, qui consiste à projeter effectivement une vision, une expérience qui a du sens, qui répond à des demandes très très sérieuses, concrètes. Et c'est ça, la garantie d'une entreprise robuste à l'arrivée. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais donc, dans les entreprises, c'est ce que l'on fait. Oui si l'expérience, c'est le moteur un peu des nouvelles entreprises, est-ce que ça veut dire que les entreprises traditionnelles doivent changer
Alors, oui et non, c'est ce qu'on présente aussi, c'est-à-dire que oui, si le moteur est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes sur un modèle qui est révolu, plutôt que d'essayer de l'entretenir, ça, la nature, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... aujourd'hui, il y a des choses dont on n'a plus besoin, il y a des entreprises. C'est Fleur Pellerin qui dit ça, c'est des réalités dures à entendre. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux entendre, même si ça fait mal, que le modèle sur lequel on est ne fonctionne pas, et d'essayer de mettre de l'énergie sur construire celui de demain. C'est-à-dire que l'entrepreneur, lui, il saura rebondir et il saura dire, ben voilà, plutôt que de passer du temps sur ce modèle que j'entretiens à bout de bras, voilà, construisons celui de demain. Et il y en a qui sont sur des modèles qui sont très pérennes. C'est-à-dire qu'il y a encore de longue vie et il ne s'agit pas d'innover, il s'agit de maintenir cette expérience-là, de l'entretenir. Vous voyez, donc oui, dans certains cas, là, donc il faut être sur des cas concrets. Et non, dans notre cas, il faut faire attention à justement préserver, entretenir son modèle parce qu'il a encore une vraie place dans la société. Oui, alors il y a monsieur peut-être juste avant parce qu'il avait levé la main. J'essaie de respecter l'ordre. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une taille d'entreprise, une ancienneté d'entreprise qui était plus concernée? Moi, je suis pas mal de startups Oui. qui, a priori, ont eu le temps d'observer et si elles se créent et qu'elles mettent ensemble des gens pour faire quelque chose, c'est parce qu'elles observaient qu'il y avait un manque. Oui. Souvent, finalement, elles font ce billet en tête parce que, caricature, mais on sort d'une école de commerce et puis on a un business plan, un business model et puis on y va. Mais l'humain, il n'est pas toujours au bout du compte, quoi. Je remarque les startups... L'humain, c'est-à-dire, vous parlez de quel humain, là? Alors, le client, d'accord, pour lequel on prétend faire un service, et ouais, c'est un problème. Et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas mieux fournies que les grands groupes qui ont 100 ah oui, clairement. 50 ans. Exactement. En fait, pour moi, ce n'est pas du tout une question d'âge. Hein. C'est vraiment une question de qualité de son modèle et on va dire, de justesse de son modèle par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Donc à qui ça s'adresse en tant qu'utilisateur. Et donc, si moi, je trouve que ça va être utile dans mon quotidien, je vais devenir client, quoi. Donc, je vais aussi bien prendre ça dans une entreprise qui a 200 ans que dans une entreprise qui est née d'hier. Après, j'ai un rapport de confiance et évidemment, son histoire m'intéresse. Ça va être un critère, mais le critère principal, c'est voilà, est-ce que ça a du sens dans mon quotidien? Et c'est valable pour ce que je mange, les modes de transport que j'utilise, les associations dans lesquelles je participe. Vous voyez, c'est vraiment toutes les formes d'expérience qui constituent nos quotidiens. Et donc, voilà, pour l'étudier assez régulièrement, moi je vois beaucoup de jeunes entreprises qui arrivent avec une idée, mais derrière, il n'y a aucune chance de créer un marché. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne idée qui est une super techno ou une super idée potentiellement, mais qui aujourd'hui, objectivement, va faire plaisir à une poignée de personnes. Et ça s'observe très vite. Donc, en utilisant justement ces disciplines-là. C'est-à-dire que si, en amont d'une entreprise, on prend le soin, et moi je le vois, certains dossiers de start-up avec lesquels je travaille, des gens brillants qui ont fait des études excellentes, qui arrivent avec une techno incroyable et qui se disent maintenant je vais en faire quoi? Et ça pour moi c'est un peu travailler à l'envers. C'est-à-dire que le taux de chance qu'on arrive à en faire un marché, il est super faible. Alors je ne dis pas qu'il est désespéré, hein, mais on a tellement pris le sujet à l'envers qu'il y a un risque énorme. Après, quand on rentre dans le détail, si toutefois derrière cette techno, il y avait quand même une idée d'expérience, vous voyez, qui a du sens, qui a de la valeur. Quand je dis valeur, c'est-à-dire que ça va créer un écosystème de clients, fournisseurs, employés, qui a de la valeur et qui va pouvoir croître. Il y a une façon de traiter cette expérience. Donc il y a l'expérience en tant que concept et il y a l'expérience en tant qu'exécution. Donc ça, c'est intéressant à creuser parce que, effectivement, c'est pour ça qu'on voit notre humain avec finalement nos trois dimensions, fonctionnelle, sensorielle, émotionnelle. C'est hyper important. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un super service avec une idée géniale derrière, si c'est mal exécuté, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas installer ça dans mon quotidien. Donc vous voyez, cette notion de design, elle est à deux niveaux. Hein. C'est designer l'expérience à la base et l'exécution de l'expérience.
C'est hyper important. Donc là, effectivement, il peut y avoir beaucoup de cas, et ce n'est pas une question d'âge non plus, c'est est-ce que je suis allé au bout du design de l'expérience qui fait que ça va être élégant, sensible, ça va interagir avec moi au bon moment, avec justesse, et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas le concept à la base, c'est la façon de le réaliser. D'ailleurs, ce qui est flippant, c'est que parfois ils font plaisir à un public, qui sont les investisseurs, avant de savoir qui va l'utiliser. Exactement. Et assez troublant. Oui, mais ce qui est le début du problème. C'est pour ça que l'élément essentiel à retenir, c'est qu'une expérience, ça ne marche que si vous créez de la valeur pour tout le monde. Et ça, par contre, c'est un gage de robustesse. Donc l'entreprise de l'expérience, elle a résolu ça. Elle a pris en compte toutes les parties prenantes de l'écosystème et elle a vérifié qu'elle créait de la valeur pour tout le monde. C'est clé. Oui? Tout ça m'amène trois réflexions, une question. La première, c'est que je dirais que l'expérience est la clé du succès. Oui? Pas mal, hein? Pas mal. Okay. La deuxième, c'est que tous ces gens autour de nous sont nuls. Je ne parle pas de ceux à exécuter qui nous font des call centers, des serveurs vocaux, mais ils sont nuls. La troisième, c'est que personne ne leur demande d'être bon là-dessus. On leur donne des objectifs divers et variés à tous les niveaux des boîtes, mais rarement celui-ci. Et ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, et ça rejoint mon expérience, qui peut changer quelque chose, c'est le grand patron. Les autres devront suivre, mais celui qui doit donner l'impulsion, c'est le big boss. C'est une vraie question. Ce qui est certain, c'est qu'il doit le faire à un moment donné. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dirigée, sinon le rôle n'est pas justifié. Et donc, il faut qu'il y ait cette direction. Par contre, ça ne suffit pas. Moi, je vois pas mal de grands patrons qui ont compris ça, mais qui ont une organisation, un état d'esprit, enfin, avec une entreprise, donc on parle des grandes entreprises, qui fait que le mouvement est difficile à insuffler, voire même il est perturbant, c'est-à-dire qu'il va plus créer de problèmes dans un premier temps que d'orienter, vous voyez. Et donc, là, c'est ça qui est beau dans l'entreprise aussi, c'est-à-dire que c'est pas inerte, c'est très humain, c'est complètement organique, et donc c'est le talent du bon dirigeant qui saura, malgré cette complexité, orienter son entreprise. Et vous avez raison, au final, il faudra qu'il le fasse. Et ma question, comment allez-vous faire pour que tous les patrons lisent votre bouquin? Je vais vous la poser. Comment je fais pour que tous les patrons lisent mon bouquin? Je ne sais pas. Par contre, pour sensibiliser, j'ai une petite idée. Il y a pas mal d'émissions sponsorisées à la télé qui montrent qu'on est dans un monde formidable. Oui. Pourquoi pas faire une émission, l'expérience, cette entreprise a changé ça pour votre plus grand bien, pour son plus c'est une grand bonne bien, idée. Merci, je la note, c'est sympa. Je note toutes les bonnes idées sur le sujet. Parce que, comme vous l'avez bien compris, c'est mon objectif, c'est qu'ils le lisent. Et alors, il y avait, excusez-moi, j'essaie de respecter l'autre, mademoiselle. Ouais. Ah, d'accord, tant mieux. Oui? Juste pour illustrer votre présentation, est-ce que vous avez un exemple concret de boîte que vous avez accompagné plutôt pour une transition, c'est-à-dire qui allait dans le mur et que vous avez accompagné pour que... Alors, elles ne vont pas forcément dans le mur. Là, après, ça dépend à quel moment elle prend le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dans le mur quand effectivement, on se réveille alors qu'on est à 20 cm du mur. Vous voyez, avant, il y a plein d'entreprises, et ça j'aime bien, c'est un peu de la médecine chinoise. On se voit quand même quelques mètres avant le mur, ce qui nous laisse le temps de travailler avant qu'on y aille. Et c'est vrai que dans la réalité, les entreprises sont des corps organiques intelligents, donc ils anticipent. Après, ils peuvent être démunis, d'où la question du rôle, en disant mais aujourd'hui, pourquoi il faut se concentrer sur l'expérience pour orienter sa marque et ses choix technologiques. Donc ça, c'est important parce que on n'a pas été entraîné à ça, donc il faut se conditionner à ça. Et puis ensuite, il faut le mettre en œuvre. Et donc moi, il y a je vis plein d'expériences extraordinaires parce que, vous avez compris, au final, ce qui me plaît, c'est les entreprises, finalement, parce qu'il n'y a pas plus humain, en fait, finalement, qu'une entreprise. Et notamment avec Vinci, on a travaillé sur c'est quoi un stade demain. Donc ça me plaît bien comme expérience parce que, en gros, avant, quand on devait concevoir un stade qui est un vrai lieu social,
Et le concurrent, ce n'est pas les autres stades d'ailleurs. Hein. Le concurrent d'un stade, c'est le salon avec une super télé, ses copains autour de la table, et on se dit qu'est-ce qui fait que je vais aller dans le froid demain avec 40 ou 90 000 personnes pour aller partager un événement musical, sportif ou autre. Et en fait, c'est très intéressant parce que dans la culture de Vinci, il y a au départ, parmi ces 3 temps, des vrais constructeurs. C'est-à-dire des vrais bâtisseurs. Ils savent faire des stades incroyables, avec des architectures incroyables. Donc là, il y a une vraie prouesse technologique, un savoir-faire du bâtiment. Et donc ça a été un héritage. Deuxième héritage, ils se sont construits des marques. Vinci Stade, et puis des très beaux stades, le Stade de France, qui ont été des vrais ouvrages qui ont marqué le temps, et c'est devenu des marques. Mais quid de l'expérience? Et donc ça a été tout le sujet. C'est de se dire, mais pour que demain on fasse des lieux dans lesquels on ait envie d'aller, dans lesquels on a envie de travailler, dans lesquels les artistes aient envie de venir. Vous voyez à quel point ça va loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madonna, elle dit, non, je ne veux pas aller là. Ah bah oui, mais pourquoi? Mais parce que ça ne va pas l'expérience. Vous voyez, alors elle ne va pas utiliser le mot expérience, mais elle va en parler avec ses mots à elle. Vous voyez, donc, pour dire à quel point l'écosystème est important. Donc, ensemble, avec eux, parce que c'est toujours un travail très conjoint, c'est ça qui est beau dans cette expérience, c'est que les équipes de Vinci, avec les équipes d'InProcess, plus d'autres parties prenantes invitées autour de ce projet, on a travaillé sur ce que pourrait être un stade demain. Et de là, ils ont fait une première matérialisation à Bordeaux. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais si vous regardez le stade de Bordeaux, c'est un stade d'un nouveau genre, c'est-à-dire que c'est plus uniquement une œuvre architecturale, c'est plus uniquement une super marque, c'est une expérience qui est vraiment intéressante à vivre pour toutes les parties prenantes. Voilà, donc là, à chaud, une expérience qui m'a beaucoup plu. Tout à l'heure, dans l'entreprise de l'expérience, vous disiez que l'expérience client, c'était entre 20 et 30%. Oui. Quelle est la part de l'expérience collaborateur et comment vous la traitez? Alors, de la même façon, c'est-à-dire que quand une entreprise, alors ça va être plus facile à illustrer avec des entreprises de services. Si on doit travailler sur ce que doit être la banque demain, on va autant observer, nous en tant qu'utilisateurs, que les gens qui fournissent le service de la banque, que ce soit le banquier, que ce soit la personne, parliez d'un call center. Un call center, ça peut être très mauvais comme très bon. Regardez aujourd'hui ING Direct. Alors, on le connaît bien parce que ça a été le sujet. On a autant travaillé sur le rôle des banquiers que vous ne voyez jamais, mais qui sont présents dans votre quotidien, que ce que ça va donner comme expérience pour les utilisateurs à l'arrivée. Et aussi bien que les gens qui vont investir dans cette banque et qui vont considérer que ce modèle est intéressant. Vous voyez, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on va autant observer les employés, ceux qui font l'entreprise, à tout niveau de l'entreprise, que ceux à qui ça s'adresse en tant que service. Et c'est cet équilibre-là qui fait que ça fonctionne. Donc on arrive à 50-60% de l'expérience, le reste, c'est dur de donner une généralité parce que ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Et vous avez des secteurs où les fournisseurs sont très importants, donc il faut les prendre en compte aussi. Vous avez des secteurs où les réglementations sont très importantes, donc les enjeux de la réglementation. Aujourd'hui, on travaille pas mal sur l'automobile, véhicule autonome. Aujourd'hui, les constructeurs en ont envie, les utilisateurs en ont envie. Il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a des infrastructures qui ne sont pas adaptées aux véhicules autonomes. Donc en Californie, Google a champ libre pour faire des expérimentations. Mais quid, l'enjeu, il est derrière sur comment ce modèle-là va pouvoir bouger. Et en fait, c'est les villes qui doivent bouger pour pouvoir, ou en tout cas le cadre, l'environnement, le cadre urbain qui doit bouger dans sa réglementation pour accueillir cette nouvelle expérience. Vous voyez, donc ça dépend vraiment, c'est dur de donner généralité. La seule généralité qu'on peut donner, c'est qu'il faut que tout le monde s'y retrouve en termes de valeur. C'était votre question de tout à l'heure, et celle-là, elle est essentielle. Pour compléter et pour donner un exemple, quand on pense au demain, on a tous un téléphone, demain, Oui. on va pouvoir payer sans contact dans les supermarchés, etc. On a fait des tests avec les utilisateurs, les consommateurs, mais on n'a pas fait les tests avec les
Ouais. Et dans ce type d'interaction, il y a bien deux personnes qui sont à un moment donné autour de la machine, autour du TPE. Ouais. Et s'il y a des soucis de la part du consommateur là-dessus, et que l'hôtesse de caisse ne sait pas l'aider, ça ne fonctionnera pas du tout. C'est une expérience faible. Et là, pour le coup, je vous garantis que ça sera décevant et ça se saura rapidement. Voilà, et en l'occurrence, là, c'est du 50-50. Chacune des parties doit Exactement. être investiguée, observée, analysée. Et Exactement. Exactement. Pour que l'expérience fonctionne, il faut qu'en cas de problème de l'appareil dont vous parlez, il y ait le système qui répare le problème. Et si l'expérience n'a pas prévu ça, vous prenez des risques. Parce qu'à ce moment-là, elle sera très très mauvaise, l'expérience. Et juste une dernière question un peu plus générale. Pour illustrer le nouveau moteur de l'entreprise, vous avez mis un Z. Vous pensez que c'est une histoire de génération En fait, c'est une question d'ambition et de posture par rapport à ça. Alors, c'est devenu un Z, c'est inconscient. Ouais, réellement, c'est pas la première fois qu'on me le dit, donc je vais pas dire non, c'est pas un Z, mais en tout cas, c'est surtout un geste qui est fait à la main par un illustrateur qui dessine une expérience. Vous voyez, donc c'est surtout un mouvement. Voilà, après, je ne maîtrise pas forcément tous les messages subliminaux qu'il y a derrière. Alors, je comprends la logique. Finalement, en amont, on analyse des usages. Ouais. On cherche à comprendre. Donc ça va être le rôle des anthropologues, des sociologues, etc. Après, il y a le rôle de ceux qui vont exécuter une vision, une feuille de route, et là qui vont mettre en œuvre. Donc ça peut être un département IT, un produit, un service. Finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont les garants en entreprise de cette expérience, de la compréhension des usages jusqu'à la mise en œuvre? On a aujourd'hui des rôles plus transverses, des Chief Digital Officer, on voit naître des Chief Customer Experience Officer, on voit. Et finalement, sur l'expérience au global, pas que client, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont créé ces fonctions-là? C'est un sujet qu'on est en train d'observer. On n'a pas encore de réponse arrêtée là-dessus, on est plutôt en train d'observer les bonnes pratiques. Alors, dans l'ouvrage, vous verrez des témoignages très concrets de comment ça se passe dans ces entreprises. Ce que l'on voit, et on n'est pas allé encore jusqu'au bout de la réponse, comme je vous dis, mais ce que l'on voit, c'est qu'il ne faut pas casser les modèles actuels, enfin les modèles d'organisation actuels de l'entreprise. Alors peut-être que dans certains cas, voilà, il n'y a pas d'autre solution, mais c'est vraiment pas ça le message. Le message, c'est plutôt que chacun se dote d'une dose d'enjeux expérientiels. Parce que chacun, dans son poste, peut le faire, surtout si on lui montre comment on fait. Et finalement, c'est cette dose répartie chez chacun qui va créer un sens commun de l'expérience. Alors après, on peut se faire aider par un directeur de l'expérience, mais vous voyez, c'est comme la stratégie. Je pense que c'est des éléments qui sont partagés dans l'entreprise et je ne suis pas certain qu'une direction de la stratégie ou une direction de l'expérience soit forcément la bonne solution. On verra, et peut-être que dans certains cas, ça a du sens. Par contre, ce qui est certain, et aujourd'hui, ça fonctionne, c'est quand chacun, dans son rôle, se dit, voilà, moi, même si je suis le DAF de l'entreprise, je sais que dans mon calcul de l'actif, la dimension de la valeur dans mon expérience, c'est un élément important. Voilà, donc il faut que j'ai pris conscience du sujet, et il faut que je sache travailler avec cette dimension-là. Ouais. Et encore une fois, comme ça l'était avec la marque il y a des dizaines d'années, vous voyez, mais voilà, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Mais c'est intéressant à suivre. On va voir ce que ça donne.